De vous retrouver encore une fois de plus, après cette période de turbulence qui est passée. Nous sommes encore là pour parler des questions d'actualité, pour faire le point de ce qui se passe dans le pays. Et nous allons le faire aujourd'hui avec Ben Kalala, qui est cofondateur de l'Ordre républicain et aussi membre du Conseil national de l'opposition républicaine, qui a pour autorité morale Kingo Adondo. Monsieur Kalala, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Merci. Vous allez bien? Très bien. Par la grâce de Dieu. Oui, après tout ce qui s'est passé le 20 et les 19, vous vous portez à merveille. Absolument. Alors, quelles leçons peut-on tirer de ces événements? De prime abord, je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances, mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Je dirais que la République est en deuil. Nous avons connu les effets qui se sont déroulés, en France, où il y a eu 17 morts récemment. C'est la France qui était en deuil. Quand le pays perd ses fils et filles, le pays est en deuil. Donc toutes mes condoléances aux familles éprouvées d'abord. Et ensuite, que ce soit du côté des civils ou du côté des policiers qui étaient commis à l'ordre pour ces manifestations. C'est vraiment désolé, c'est triste. C'est triste de voir ce qui s'est passé puisque, vous savez, madame, notre pays n'a plus besoin de reculer. Nous avons démarré, je pense que nous devons continuer à aller de l'avant. Les pillages, nulle part au monde, n'a profité aucun pays. Vous savez ce que nous avions connu en 1991. Et vous savez combien de temps ça a pris pour que le pays puisse se relever encore. Et combien d'investisseurs étrangers que nous avions perdus à cause de cela. Donc, j'ai dit que nous sommes désolés d'avoir vu ce qui s'est passé. D'accord. Le projet de loi portant révision de la loi électorale a été finalement adopté sur l'article 8 qui est à la base de son empoignades. Alors, comment voyez-vous l'avenir politique de ce pays après cela? Bon, si c'était cet article-là, comme nous le savons tous, c'est cet article qui faisait couler encre et salive. Les gens se sont empoignardés à cause de ça. Pas littéralement. Mais je pense que nous sommes devant une responsabilité. Nous, quand je dis nous, je parle du peuple congolais. Ce n'est pas seulement nous au sein de l'opposition, ni je ne pointe pas les doigts sur la majorité non plus. Le peuple congolais est devant un fait accompli et une responsabilité que nous devons tenir, que nous devons honorer afin que nous puissions organiser les élections dans de meilleures conditions que celles que nous avions organisées en 2006 et en 2011. Afin que, finalement, même s'il y a des irrégularités, mais qu'il ne s'en soit pas des irrégularités profondes, graves, contestation après contestation, qui étaient dues, évidemment, par le manque de recensement, le manque d'un fichier électoral fiable. Donc nous pensons que, avec le temps, dès que la CENI nous présente un calendrier global, nous allons tous nous mettre en ordre de bataille pour préparer les élections. Mais on sait tous qu'il a toujours été difficile pour les opposants d'influencer le vote à leur faveur à l'hémicycle. Alors, la suppression de cet article controversé, à qui doit-on les mérites de cette suppression? Est-ce à la population ou aux opposants? À la population. À la population, mais je ne pense pas que c'est le moment de parler d'une victoire de l'opposition. Je pense que c'est le peuple qui a gagné. C'est la population qui a gagné dans tout ceci, parce que cet article ne profitait pas seulement à l'opposition. Cet article avait causé de problèmes parce qu'on voyait, ça il faut se le dire, parce qu'on voyait, certains voyaient en cet article ce qu'ils ont appelé les glissements. Ce qu'ils ont appelé les prolongements. Moi, je parlerai plutôt du dépassement du délai constitutionnel du mandat du président Joseph Kabila. Mais madame, le problème n'est pas à ce niveau-là. Si nous voulons réellement aller de l'avant, nous, à l'opposition républicaine, nous pensons que la lutte que nous menons doit se concentrer sur le système. C'est le système, nous voulons l'alternance.
Ce n'est pas l'alternance d'individus, c'est l'alternance de systèmes. Rappelez-vous qu'il y a un président du monde, pour ne pas citer son nom, Barack Obama, qui dit que l'Afrique n'a plus besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Alors, ce n'est pas autour des individus qu'il faut voir l'alternance. C'est plutôt l'alternance du système. Sinon, rien ne changera dans l'avenir. Donc, nous voyons en cela la victoire du côté du peuple. Le peuple, c'est le peuple. Mais on va dire comme ça que la classe politique congolaise a finalement compris que la rue parle et qu'elle n'est pas du tout naïve. Bon, moi, je vous dirais la position de l'opposition républicaine, puisque nous n'avons pas pris part aux manifestations, nous n'avons pas pris part aux événements malheureux qui ont coûté justement, la vie. parce que vous faites plus partie de l'opposition. On en parlera. Sur ce point-là, était-il nécessaire que nous arrivions à ce point si le problème était traité dûment au sein de l'Assemblée nationale, à la Chambre basse, avant que cela n'arrive au Sénat? Y avait-il moyen d'éviter cela? Oui, je pense qu'il y avait possibilité d'éviter cela. Et puis, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas la rue qui résout les problèmes. Nous avons un cadre idéal pour la résolution de conflits, je ne vais pas appeler ça conflit, mais pour trouver des solutions aux problèmes qui touchent à la vie des Congolais. C'est l'hémicycle. C'est l'hémicycle. Alors, c'est là où les députés, qui sont élus par le peuple, qui représentent le peuple, doivent se battre. Quand je dis se battre, je n'utilise pas la force, je ne parle pas de la force physique. Ils doivent se battre avec les idées. C'est une bataille, c'est une bataille d'idées, pour arriver à attirer ce qui fâchait, ce qui posait problème. Alors, si cela n'est pas arrivé au sein de la Chambre basse, je pense que l'attitude qu'a prise le Sénat, la manière dont le Sénat a voté, a travaillé sur le vote de ce projet de loi, qui n'était qu'un projet de loi, donne matière à réflexion. Moi, je pense que nous devons féliciter la Chambre haute, puisque tout ce qui... Que vous êtes adepte, disciple de Kengo Adondo. Alors, puisque nous parlons de Parlement congolais, on va dire comme ça, comment voyez-vous cet hémicycle, surtout la qualité de parlementaire? Est-ce que ce Parlement est toujours un temple des démocraties ou une caisse à résonance? Bon, nous savons tous que la Chambre basse est dirigée par la majorité. Ça, nous le savons. Alors, malheureusement, c'est la majorité. C'est la majorité, c'est la loi de la majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité. D'emblée, il ne fallait pas s'attendre à ce que ce projet de loi puisse passer. Mais ce que moi je déplore, c'est le fait que nous avons des députés, nous avons des parlementaires qui, quand ils sont devant des faits pareils, pour voter une loi qui va bénéficier le peuple, normalement, en bonne et due forme, ce projet de loi ne devrait pas revêtir de couleur politique, puisque ça concernait le pays. Mais malheureusement, nous avons l'impression que tout ce qui passe à la Chambre basse, que ce soit pour le bénéfice du peuple, ça revêt de couleur politique. C'est la majorité qui décide. C'est la majorité qui décide contre l'opposition. Or, ça ne devrait pas se passer de cette manière, mais malheureusement, c'est ça le cas. Le Sénat, et c'est pas seulement parce que le Sénat est dominé par l'opposition, mais je pense qu'il y a eu aussi un sens de sagesse. La manière dont les débats, puisqu'on a tous suivi, la manière dont les débats étaient tenus au sein de la Chambre basse et au Sénat, nous avons vu quand même qu'il y avait une différence. Et parlant du président Kengo, puisque vous avez cité son nom, je ne pense pas que c'est Kengo qui a fait ça. Moi, je parle plutôt des sénateurs. Je parle plutôt des sénateurs. Kengo, c'est une voix dans le Sénat, puisqu'il y répond aussi présent. Quand on fait l'appel nominal, il répond aussi présent. Quand on fait le vote, il vote aussi, comme ses collègues sénateurs. Donc, je ne pense pas que ce soit Kengo, mais je pense plutôt que le Sénat a fait un bon travail. Surtout à ce moment critique que le pays traversait, le Sénat avait fait un bon travail. Ça a baissé la tension et ça a montré au peuple congolais que les débats autour d'idées, ça peut nous amener à un changement. Et ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans la force physique. Voilà, on va parler du dialogue et du gouvernement de cohésion nationale. On y revient parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un de l'opposition républicaine. On a vu dans le gouvernement de cohésion.
il faut le mettre vraiment entre guillemets, la participation de l'opposition républicaine, mais également du MLC. Est-ce qu'on va dire que cette cohésion se justifie parce que on a vu ceux de l'opposition républicaine et du MLC. C'est ça qui justifie la cohésion dans ce gouvernement. Donc il n'y a pas que le MLC et l'opposition républicaine, non. D'ailleurs, avant de parler de cohésion, ce qui justifie la cohésion, vous savez, c'était une des recommandations des concertations nationales. Le but majeur des concertations nationales, c'est arriver à un consensus, arriver à créer un gouvernement de cohabitation. C'est ce que nous avons fait. Alors, s'il y a eu des partis qui avaient refusé de prendre part aux concertations nationales, puisque les concertations nationales étaient ouvertes à tout le monde. Mais alors, d'après vous, la cohésion, c'est la cohésion de personnes ou la cohésion des idées? Non, c'est la cohésion des classes, des classes sociales, de la classe politique. Pas du tout la cohésion des idées. Mais quand la classe politique se met ensemble, ce sont les idées qu'on met sur table, madame. Mais est-ce que dans cette formation, on a privilégié la cohésion des idées? La cohésion des idées, puisque durant les concertations nationales, auxquelles moi j'avais aussi pris part, on avait prôné le consensus, que les choses ou les décisions, le mode de décision devait se faire par consensus. Mais je voudrais un peu revenir sur les concertations nationales, puisque vous avez touché au gouvernement de cohésion. Vous avez dit cohésion. Avant les concertations, rappelez-vous, madame, l'opposition avait tenu un conclave à Limete, du 2 au 11 juillet 2013. Lors du conclave tenu à Limete, par l'opposition, on avait arrêté, il y a certaines recommandations qui avaient été arrêtées. Et parmi ces recommandations, madame, je vais vous dire, le conclave avait proposé que la loi électorale et le calendrier puissent inverser l'ordre. Vous commencez par les élections locales, ainsi de suite, communales, avant d'arriver aux élections sénatoriales, provinciales, sénatoriales et présidentielles. Durant le conclave même délimité, l'opposition avait proposé, s'agissant de la réforme institutionnelle, de préconiser le recensement, général de la population et l'identification de la population afin d'aboutir à l'obtention de la carte d'identité nationale. Ces mêmes recommandations du conclave de l'opposition avaient été reprises dans les concertations nationales. Alors, je disais que la porte de concertation nationale était ouverte à tout le monde. Les partis politiques qui avaient pris part au conclave délimité avaient été présentés les mêmes chances d'aller aux concertations. Mais s'il y a eu certains partis politiques, entre autres l'UDPS, dont vous voulez parler, mais il y a eu des députés de l'UDPS au conclave, aux concertations nationales. Mais s'il y a eu certains partis politiques de l'opposition qui avaient refusé d'aller aux concertations, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Mais il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Puisque nous avions arrêté ces recommandations durant le conclave. Mais pourquoi vous revenez aux concertations nationales? Pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Est-ce que la formation de ce gouvernement est-ce qu'on a privilégié la cohésion des idées lors de la formation de ce gouvernement? Quand on voit l'ossature du gouvernement, c'est la cohésion des idées qui a été privilégiée? C'est la cohésion des idées, c'est le consensus, puisque nous nous retrouvons avec l'opposition, nous retrouvons dans ce gouvernement le gouvernement, la majorité présidentielle, et je pense qu'il faut donner le temps à ce gouvernement, puisqu'il y a un programme. Les idées vont tourner autour du programme. Il y a un programme commun qui doit ressortir de ce gouvernement. Évidemment, c'est après le collectif budgétaire qui est prévu pour le mois de mars et juillet, avant de la rentrée parlementaire, la prochaine rentrée parlementaire. C'est à ce moment-là. Et le programme commun, ce n'est pas un programme qui sera issu seulement de la majorité présidentielle. C'est ça les idées. Dans ce programme commun, il y a l'opposition. Il y a l'opposition qui a inclus ces recommandations que nous allons tous travailler, donc avec lesquelles nous allons travailler dans ce gouvernement de cohabitation nationale afin que nous puissions réellement trouver des solutions qui seront favorables au peuple congolais. Il y a beaucoup qui disent que vous ne faites plus partie de l'opposition puisque vous avez pris part au gouvernement de cohésion nationale.
Et aussi, l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition dit ceci, je cite, « Vous renoncez à votre statut de l'opposition en prenant part au gouvernement ». Pourquoi continuez-vous à vous réclamer de l'opposition? Mais l'opposition est plurielle. L'opposition est plurielle. Moi, je ne pense pas que... vous savez, qu'est-ce que la pluralité vient faire avec, puisque la loi le déclare, la loi portant statut de l'opposition stipule clairement que quand vous faites partie du gouvernement, vous cessez d'être de l'opposition. Nous avons un programme. Nous avons un programme sur lequel nous allons travailler avec un programme commun, je vais dire, parce que ce n'est pas seulement le programme de l'opposition, ni le programme de la majorité. Ce gouvernement mettra en place, produira un programme qui va inclure le gouvernement et la majorité. En fait, la majorité et l'opposition. Bon, opposant. Qui est opposant, qui ne l'est pas? Aux États-Unis d'Amérique, je reviendrai à l'article 4. Mais justement, c'est pourquoi je vous posais la question, est-ce que dans ce gouvernement, la cohésion, ça ne devait pas être la cohésion des idées? Pourquoi c'est ramené à la cohésion de personnes? Puisque si vous faites partie du gouvernement, vous cessez d'être de l'opposition et carrément ce gouvernement ne peut pas être appelé un gouvernement de cohésion nationale. Bien sûr, mais on ne peut pas parler d'une cohésion des idées sans faire allusion aux personnes, puisque les idées viennent des personnes. Donc les idées seules, nous n'allons pas présenter les idées tout en étant à l'extérieur. Nous amenons les idées à l'intérieur. Nous sommes ensemble avec la majorité présidentielle. Oui, les idées, c'est la cohésion des idées, évidemment. Mais ces idées les idées émanent des individus, des êtres humains que nous représentons. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne peut plus parler de l'opposition, puisque nous ne défendons pas le programme du gouvernement, de la majorité. Nous défendons le programme du gouvernement dont nous faisons partie, le programme qui sera mis sur place, qui sera établi en commun. C'est ce programme-là que nous allons défendre. Mais dans l'entretemps, l'opposition ne veut seulement pas dire qu'il faut s'opposer, il faut aussi proposer. C'est dans ce programme que nous allons proposer ce que l'opposition pense, l'opposition républicaine. Ce que l'opposition républicaine pense qui va changer les choses dans le quotidien du peuple congolais. Mais il y a des mécontents aussi dans l'opposition républicaine. On parle de plus en plus de la désunion qui existe dans l'opposition républicaine. On a compté 10 partis politiques du groupe parlementaire, les libéraux, démocrates, socialistes, qui ont annoncé leur départ. Bon. Qu'en est-il? Au sein de l'opposition, comme je disais qu'elle était républicaine, qu'elle était plurielle, c'est malheureux. Je suis très content que vous ayez posé cette question. C'est malheureux de trouver le manque de cohérence. J'ai parlé du manque de cohérence, je pense que certains amis de l'opposition ne l'avaient pas apprécié, mais j'ai bien dit pourquoi il y avait un manque de cohérence, ce que nous déplorons au sein de l'opposition républicaine. Oui, il y a eu dissension, il y a eu un groupe, comme vous avez dit, je ne vais pas citer le nom, de l'honorable, qui a claqué la porte comme quoi. Mais vous savez, nous faisons la politique... C'est vous qui l'avez cité. Nous ne faisons pas la politique... Mais ce n'est pas votre ennemi, après tout. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai parlé avec lui, d'ailleurs, la semaine passée, quand il m'a parlé sur certains propos que j'avais émis sur une chaîne de télévision. J'ai eu le temps de lui expliquer qu'effectivement, quand je parle du manque de constance de membres de l'opposition, c'était ça. Nous ne faisons pas l'opposition pour des fins égoïstes, pour des fins individuelles. Nous faisons l'opposition pour débattre les sujets qui touchent à la population. Mais quand on a des ambitions purement personnelles, on les place devant l'intérêt supérieur de la nation, là, il y a problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, madame, mais sachez que... Mais nous préférons que vous entriez dans les détails, parce que hier c'était Lisanga Bonganga, aujourd'hui c'est Makila. Qui a tort, qui a raison? Quand je dis je ne vais pas entrer dans les détails, c'est parce que je ne voulais pas faire un procès d'intention, puisque ces gens dont vous avez cité le nom, qui ont réagi ou agi d'une certaine manière, ils ont leur raison. Mais moi, ce que moi je veux ressortir de tout ça, c'est que nous ne faisons pas l'opposition juste pour les ambitions purement personnelles. Quand on n'est pas satisfait d'une manière individuelle, on claque la porte. Je disais avant, dans cette émission, qu'il faut faire attention de ne pas vouloir une chose, demander une chose de son contraire. L'honorable Makila avait été
proposer un poste au sein de ce gouvernement de cohésion nationale. Ministre des Affaires sociales? Voilà, vous l'avez dit. Alors si... C'est une question. Vous avez l'information. S'il n'a pas pu accepter, s'il n'a pas accepté ce poste, c'est parce qu'il a ses raisons à lui. Il a ses raisons pourquoi il n'a pas accepté ce poste. Mais vous voyez qu'il n'était pas exclu. Il s'est auto-exclu. Peut-être parce qu'il s'est voir réduit, son poids politique, ce ministère n'est pas à la taille de son poids politique. Vous l'avez dit, mais je reviens aux ambitions personnelles. Je reviens aux ambitions personnelles qui priment sur l'intérêt supérieur de cette nation, sur le mode de consensus, sur ce que nous avons décidé aux concertations nationales. Aussi longtemps que le politique congolais n'aura pas de constance, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de cohérence au sein de l'opposition, il y aura toujours problème. Je vous dis aujourd'hui que donner à cette opposition, cette frange de l'opposition qui se voit comme étant l'unique représentant du peuple, moi je peux prédire, donnez-lui 6 mois. 6 mois, je reviendrai ici, on en parlera. Donnez 6 mois à Makila. Je dis l'opposition. J'évite, si vous voyez ce que je suis en train de faire, je suis en train d'éviter de parler d'individus, plutôt de parler des concepts. Alors on va dire comme ça qu'on va emboîter les chemins de Tshisekedi qui réclame un dialogue national selon la résolution 2098 du Conseil national de l'ONU et aussi par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba. Oui. Et si ce dialogue se tient, l'opposition républicaine prendra part? Le dialogue, j'ai vu que j'entends comme vous que le président Kabila a toujours sa main tendue, sa main reste tendue. Sa main reste tendue vers l'opposition, sa main reste tendue vers la société civile. Je pense que si l'UDPS, vous savez, s'il faut appeler le chat par son nom. Mais lorsque par exemple vous allez vous présenter dans ce dialogue, vous irez en tant qu'opposition républicaine ou allié de la majorité? Si dialogue il y a, je pense que le dit dialogue devra mettre ensemble toutes les couches sociales, les couches politiques de notre pays. Donc il n'y aura pas que certains partis politiques soient appelés à la table du dialogue et les autres exclus, non. Non, mais vous irez en tant qu'opposant ou allié de la majorité? Bon, dialogue, pourquoi faire encore? Ok, donc vous n'optez pas pour le dialogue. Soyons réalistes. Oui. Soyons réalistes. Allez-y. Nous sommes à 1 année et demie de la fin du mandat de ce gouvernement, du président Kabila. Il y a 2 ans, nous sommes allés aux concertations nationales parce que le conclave de l'opposition, je dis bien, le conclave de l'opposition avait demandé à ce que certaines recommandations soient prises en compte. Dialogue, concertation. Alors, je ne vois pas pourquoi les gens tournoient autour de ces 2 termes, dialogue et concertation. Nous avions dialogué. Nous qui avions pris part aux concertations nationales, nous avions dialogué entre nous, entre la majorité, la société civile et l'opposition. Maintenant, nous sommes à 1 année et demie de la fin du mandat. L'UDPS réclame le dialogue. Vous savez, je vais dire une chose que j'avais dite avant, quand il s'agissait d'aller aux concertations nationales et que l'UDPS avait refusé. Il y a un journaliste dont je tais le nom, qui m'avait demandé, mais si l'UDPS n'allait pas, si l'UDPS décidait de ne pas aller aux concertations nationales, vous ne voyez pas que cela aura un impact négatif? J'ai dit non. Je dis, l'UDPS, c'est un parti politique, je le répète encore aujourd'hui, l'UDPS est un parti politique de l'opposition, comme tout autre parti politique de l'opposition, avec la seule différence que l'UDPS avait présenté un candidat aux élections présidentielles que l'UDPS estime avait gagné les élections. OK? Maintenant, si l'UDPS refuse d'aller aux concertations, j'avais dit à ce moment-là que cela n'allait pas bloquer toute la machine de l'opposition. Alors aujourd'hui, si l'UDPS maintenant revient à charge pour dire qu'il faut il faut un dialogue, nous nous posons la question, dialoguer exactement sur quoi? Mais si le président Kabila
garde sa main tendue et qu'il accepte que le souhait de l'UDPS soit satisfait, d'aller au dialogue, nous allons... Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que Tshisekedi qui demande ce dialogue, il y a même Julian Lumumba qui a donné de la voix pour dire qu'il faudrait que les Congolais se parlent parce qu'ils ont besoin des institutions fortes. Vous avez parlé de... Juliana Lumumba, la fille de Lumumba, qui donne de la voix pour dire qu'il faudrait que les Congolais se parlent, parce il leur faut des institutions fortes et de la bonne gouvernance, n'est-ce pas pertinent? C'est pertinent, c'est pertinent. Je disais qu'il faut que nous arrivions à un consensus, puisqu'il ne faudra pas organiser les élections de n'importe quelle manière. Si ce consensus-là ne sortira que du dialogue, tant mieux. Tant mieux. Mais nous avions parlé du consensus dans les concertations nationales. Alors si c'est pour répéter ce qui avait déjà été dit dans les concertations nationales... Mais puisque nous sommes dans un pays démocratique, le dialogue doit être permanent. Le dialogue doit être permanent, merci de l'avoir dit. Le dialogue doit être permanent. Ce n'est pas seulement parce que l'UDPS demande le dialogue. Le dialogue doit être permanent, vous l'avez dit. Alors, si c'est pour reprendre ce qui avait déjà été dit, madame, je vous dis que dans les recommandations des concertations nationales, tout est là. Alors, je ne vois pas les nouveaux éléments. Je ne vois pas. On ne sait jamais comment, puisque nous sommes en démocratie, ça va, nous tolérons. Je ne vois pas les nouveaux éléments qui sortiront du dialogue. Mais comme la main du président Kabila est tendue, je pense que pour privilégier aussi la cohésion... Pourquoi vous insistez sur la main tendue du président de la République? Mais quand on parle du dialogue, on ne peut pas solliciter un dialogue. On considère comme ça que vous êtes allié de la majorité à présent? Non, pas du tout, pas du tout. Je dis, on ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qui a fermé ses bras. Si l'UDPS aujourd'hui dit qu'il veut le dialogue. Mais vous êtes mal placé pour parler du président Kabila, de la main tendue du président Kabila. Nous sommes à moins que vous faites partie maintenant de la majorité. Non, pas du tout. Comme beaucoup le pensent d'ailleurs. Nous sommes dans un gouvernement de cohésion nationale. Nous allons travailler autour d'un programme commun. Ce programme-là ne sera pas mis en place seulement par la majorité présidentielle. L'opposition y participera. Alors, quand je parle du président Kabila, puisque, bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est le président de la RDC, jusqu'à preuve du contraire. Okay? Alors, quand je parle de sa main tendue, il est l'autorité, c'est l'autorité compétente qui, comme nous sommes allés aux concertations, pour l'intérêt supérieur de la nation, comprenez-moi que je ne suis pas de la majorité présidentielle. Je voudrais que les gens comprennent. Nous sommes dans une opposition républicaine responsable. L'opposition n'est pas seulement là pour pointer le doigt, mais l'opposition doit aussi apporter des propositions. Non, mais vous n'êtes plus de l'opposition puisque vous faites partie du gouvernement. Je venais de vous citer l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition. Pourquoi vous continuez à insister que vous êtes de l'opposition? J'étais aussi en train de vous expliquer que sous d'autres cieux, quand on dirige après les élections, ce n'est pas seulement le parti au pouvoir qui dirige. Nous savons le cas des États-Unis d'Amérique. Barack Obama ne dirige pas, c'est pas seulement les démocrates qui dirigent. Mais vous parlez des autres. Moi, je viens de vous lire la loi qui portant statut de l'opposition. Mais cette loi est claire. La loi est claire. Je n'en disconviens pas. C'est une loi congolaise, c'est pas une loi américaine. Nous parlons ici d'un programme. Nous parlons ici, puisque l'opposition est là pour critiquer le programme du gouvernement. N'est-ce pas? Mais alors maintenant, quand nous aurons mis en place un programme commun d'ici peu, que nous allons tous défendre. Il y a des points dans ce programme-là qui vont émaner de l'opposition. Il y a des points qui vont dériver de la majorité présidentielle qu'il faudra défendre. Mais pourquoi vous insistez que le monopole de l'opposition revient à ceux-là qui n'ont pas pris part aux concertations nationales? Ou pire, madame, on m'a expliqué aujourd'hui qu'il y a des gens qui avaient pris part aux concertations nationales. C'est-à-dire qui avaient accepté que nous allions au dialogue qui, après les concertations nationales, ne se retrouvent plus avec nous dans l'opposition qui travaille maintenant et qui est en cohabitation avec la majorité présidentielle et la société civile. Comment expliquez-vous cela? C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Le pays n'avancera pas dans ces deux ordres. J'aimerais un peu qu'on revienne un peu en arrière. J'aimerais savoir, que feriez-vous
vous, de l'opposition républicaine, au cas où on maintenait l'article 8 dans le projet de loi, dans le projet de loi électoral? Si on maintenait l'article 8 dans le projet de loi électoral, Ouais. soyez un peu beaucoup plus spécifique, s'il vous plaît. Vous parlez ici de la loi, du projet de loi qui envisageait la conditionnalité de l'élection présidentielle au recensement. Ça a été extirpé. Au cas où on maintenait cet article 8, que feriez-vous, vous, de l'opposition républicaine? Vous savez, quelqu'un m'avait posé cette question avant, je pensais que j'étais sur RFI. Nous avions demandé à l'époque, et dans les conclaves et dans les concertations, que le recensement soit fait avant d'aller aux élections. Ça fâchait. C'est nous, quand je dis nous, l'opposition. On se souvient aussi que Tshisekedi aussi avait réclamé les recensements. Hein? Tshisekedi avait, merci beaucoup, Tshisekedi avait réclamé en 2006. Jean-Pierre Bemba, Tshisekedi avait même demandé, Tshisekedi, bien que l'UDPS n'ait pas pris part aux élections de 2006. Mais pendant qu'il demandait, pourquoi la majorité, je suis tenté de dire vous, parce que vous êtes aussi du gouvernement. Je vous ai bien suivi. Vous êtes aussi du gouvernement et clairement vous faites partie vous êtes allié de la majorité, ça c'est clair, par rapport à l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition. Pourquoi, au moment où on réclamait les recensements, vous n'aviez pas recensé la population, vous n'aviez pas en ce moment la recensé la population, vous qui faites partie de la majorité maintenant? Non, mais nous ne faisons pas partie de la majorité. Le recensement tel que demandé par Tshisekedi en 2006, il l'avait demandé au gouvernement en place. Nous étions de l'opposition. On aurait gagné le temps si on avait commencé en 2006. Oui, mais je pense que cette question-là, vous aurez dû la poser à un membre de la majorité présidentielle pour qu'il puisse vous expliquer. Mais vous êtes allié de la majorité présidentielle maintenant. Non, nous ne sommes pas alliés. Vous êtes dans le gouvernement. Je vous pose cette question en tant que gouvernant. Mais la question que vous posez relate les faits du passé. Alors vous me posez maintenant la question, qu'est-ce que vous auriez dû faire à ce moment-là? Non mais moi je vous explique en allant aussi au conclave, en retournant au conclave de l'opposition, avant les concertations nationales, parce que après les concertations nationales, on a décidé de mettre en place un gouvernement de cohésion nationale, que vous appelez aujourd'hui opposition majorité, nous sommes tous ensemble. Il n'y a ni opposition ni majorité. Bon, tant mieux. Mais le recensement était réclamé dans le conclave, le recensement était réclamé dans les concertations. Alors, si l'article-là, revenons à cet article, si l'article-là avait été gardé intact, c'est-à-dire avec comme conditionnalité de l'élection présidentielle le recensement de la population, à ce moment-là, on aurait organisé les élections sur base des textes qu'on devait respecter, puisque si ce sont les textes que nous avions décidé de mettre en place, on aurait dû le faire. Mais alors, parler de glissement, puisque je vois là où là où vous faites allusion. Parlant du glissement, je l'ai dit avant, mieux vaut partir à point que de courir. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pour éviter les erreurs du passé, entre autres l'absence d'un recensement fiable, s'il fallait avoir le recensement avant d'avoir les élections présidentielles, tant mieux. Nous aurions dû nous adapter à ce rythme, même si ça dépassait 1 mois, 2 mois. Écoutez, les élections de 2006 avaient été retardées, si vous avez bonne mémoire. Vous vous rappelez que le 30 juin, tout termine le 30 juin. Tout devait finir le 30 juin. Le gouvernement le 1+4 devait terminer un certain 30 juin. Et tout termine. Après le 30 juin, c'est fini, tout tombe. Nous avions quand même eu des élections. Est-ce que les élections avaient eu lieu le 30 juin? Nous avions eu les élections plus tard. Est-ce que le pays n'a pas commencé, n'a pas avancé? Qu'attendez-vous par là? Qu'attendez-vous par là? Ce que je dis par là, clairement, c'est pour répondre à votre question encore une fois, que si c'était le cas contraire et que le recensement devrait conditionner l'élection présidentielle, on devait s'atteler à respecter ces textes-là
et aller au recensement. Mais le cas présent, parlons du cas présent. Si, non, mais ce n'est pas le cas. Le cas présent, le problème est résolu. Okay. Le problème est résolu. Alors ça ne sert à rien que le peuple congolais continue à s'entretuer, que ce soit du côté de l'opposition, surtout l'opposition, puisque le problème est résolu. Que la population reste calme. Nous attendons le calendrier global de l'abbé Malou Malou. Et aussi, je vais insister sur une autre chose. Nous voulons que l'ONIP soit requalifié. Nous demandons la requalification de l'ONIP. Pourquoi? Puisque jusqu'à présent, l'ONIP n'a qu'une seule couleur. C'est la couleur de la majorité présidentielle. Nous voulions que l'opposition soit représentée, soit impliquée au sein de l'ONIP. Quelle opposition? Les Républicains, une fois de plus? Je parle de l'opposition, madame. Ne nous séparez pas, nous sommes de l'opposition. Vous savez de l'opposition républicaine, que ceux-là qui s'appellent FAC, ou Debout Congolais, qui défendent le peuple, nous sommes de l'opposition. Nous voulons que l'opposition soit représentée. Mais écoutez, si nous étions de la majorité, on n'allait pas avoir ces soucis-là. Allez, on va parler rapidement, on va changer de chapitre, on va parler rapidement de la décentralisation, puisque nous sommes à la fin. La loi portant découpage territorial a été votée, mais il y a beaucoup de controverses autour de cette question en rapport avec le Katanga, qui refuse carrément le découpage territorial. Est-ce que c'est parce que la population n'est pas suffisamment informée autour de la question? Ça, c'est une des raisons, oui. Ça, c'est une des raisons, puisqu'il faut vulgariser, il faut bien vulgariser les idées du gouvernement. Quand l'information n'est pas très bien vulgarisée, la population a le droit de réagir différemment. Mais moi, je pense plutôt ceci. Le Katanga, c'est une province qui fait partie du territoire de la RDC. Les découpages ne concernent pas seulement le Katanga comme province, les découpages concernent l'ensemble du pays. Le Katanga ne peut pas faire exception. Ce n'est pas aujourd'hui que ce projet de découpage a vu le jour. Ce n'est pas aujourd'hui. Avec tout le temps qu'on a eu, depuis que ça a été proposé. Maintenant, nous passons à l'étape suivante, la mise en place de cette décentralisation, et ça pose problème. Là aussi, il faut voir des individus. Est-ce que c'est vraiment le peuple katangais, tout le peuple katangais, qui est contre le découpage, ou il y a une frange de la population katangaise qui instrumentalise le peuple ou la population katangaise pour qu'elle puisse s'opposer à ce découpage? À quoi ça servirait? Mais alors, pour une meilleure gestion des entités décentralisées, est-ce qu'on peut revenir au comité de pouvoir populaire ou au service national? Mais pourquoi pas? Mais avec l'ONIP, avec cette identification de la population que l'ONIP veut faire, je pense que ça va nous amener à diriger ce pays à partir de sa base, c'est-à-dire de le fin fond du pays. Nous sommes un grand pays. Et je pense que la décentralisation ne fera qu'apporter des avantages, pas des désavantages, mais plutôt ça va apporter un avantage pour la survie de notre pays. D'accord. Un mot sur les FDLR, puisque le délai, déjà, l'ultimatum est dépassé depuis le 2 janvier et on a opté pour l'option militaire. Et jusque-là, le gouvernement ne passe pas à l'assaut. Un mot là-dessus? Il faut que, après avoir, en relations internationales, on apprend que après avoir terminé toutes les tentatives de résoudre les problèmes, les conflits, il faut passer à une autre, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, si le gouvernement n'agit pas militairement, rien ne sera fait. D'accord. Messieurs Kalala Ben, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Je vous dis merci aussi à vous qui nous avez suivis pendant ces 45 minutes, mais vous pouvez également revoir cette émission demain 7h15, mais également le jeudi à 23h. Nous y reviendrons le mardi à 20h30 avec un nouvel invité et des nouvelles questions d'actualité, pourquoi pas. Portez-vous bien et restez avec nous sur B1.